Alors, j'avais commencé à vous parler de… Donc, on avait parlé d'incitation à l'innovation la dernière fois. Et donc là, on avait commencé à parler… Donc, on avait parlé des incitations monétaires. Et puis, on avait parlé des droits de propriété sur l'innovation. Hein. Et ensuite, on a commencé à parler d'impôts et d'innovation, de taxes et innovation, en regardant l'effet de la mise en place d'un crédit d'impôt sur les activités de recherche, de déduction d'impôt en Grande-Bretagne. On avait vu que ça avait des effets significatifs sur la R&D et également sur les brevets en Grande-Bretagne. Donc je vais continuer là maintenant à parler encore d'impôts et après je vais parler de financement de l'innovation. D'accord ? Donc là maintenant je vais en fait je vais vous parler de l'effet que l'impôt a sur la mobilité des chercheurs. D'accord ? En fait, ce qu'il faudrait, et on va mettre ça petit à petit en place, mais ce n'est pas encore là, c'est-à-dire qu'il y a toute une théorie, comme je l'ai dit, de la taxation optimale, mais où il n'y a pas l'innovation dedans. Et maintenant, ce qu'on commence à faire, c'est de dire, voilà, il faut faire une théorie où on inclut l'innovation, et voilà, et on utilise ce modèle-là pour regarder systématiquement les données. Mais ce stade-là n'est pas encore franchi, quoi. Ça va être, disons, les prochaines années, c'est tout un programme de recherche sur repenser le système fiscal, la fiscalité, mais en incluant l'innovation de manière systématique. Pour le moment, ce que vous avez, c'est des articles qui regardent tel et tel aspect de la fiscalité pour montrer qu'il y a un effet, c'est-à-dire pour alerter sur le fait qu'il y a un effet de la fiscalité sur l'innovation. Donc je vais regarder, donc la première partie aujourd'hui, je vais parler de relations entre fiscalité et mobilité des chercheurs, et ensuite je parlerai de financement de l'innovation. Voilà. Donc le travail que je présente est basé sur un article récent de 3 auteurs, donc je ne suis pas dedans. Hein. Oufou qui est à Chicago, c'est un de mes co-auteurs, mais là ce n'est pas un papier avec moi. Stéphanie Stancheva est une co-autrice, mais c'est un papier qui est dedans, et Salomé Bazanze qui est à Einaudi, qui est, je crois, à Rome. Voilà. Donc, si vous voulez, le point de départ, c'est de dire, voilà, vous voyez que, en fait, si on regarde le lien entre… donc, je reprends les données historiques, si vous voulez, et on voit que si on regarde on voit qu'une partie croissante, c'est-à-dire plus, ça c'est l'âge des chercheurs, et on voit qu'avec l'âge, eh bien, en fait, si vous voulez, la migration est plus grande pour les inventeurs que pour les non-inventeurs. C'est-à-dire que ça, c'est des migrants entre États aux États-Unis. Donc ça, c'est des migrations entre États aux États-Unis. Hein, donc ce n'est pas des migrations d'un pays à l'autre. Mais c'est intéressant déjà de voir qu'en général, les chercheurs ont tendance à être plus mobiles que les non-chercheurs. Je vous souvenez que j'avais parlé au début dans mon premier cours et j'avais montré qu'on tend à aller vers des zones plus urbaines, avec des conditions meilleures, où il y a un développement financier plus meilleur, où il y a des conditions meilleures pour financer l'innovation ou des questions plus avantageuses pour les innovateurs. Alors là, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est les migrations d'un pays à l'autre. Et est-ce que, par exemple, il y a la notion de brain drain, c'est-à-dire de fuite des cerveaux, et on veut savoir est-ce que la fiscalité est un élément qui explique la fuite des cerveaux. Et dans quelle mesure ce phénomène impacte-t-il plus disons, les inventeurs les plus performants, ce que j'appelle les top 1%, c'est-à-dire les inventeurs dont les brevets sont les plus cités. D'accord ? Et en fait, il y a eu des études un peu similaires à ce que je vais vous montrer là, mais c'est des études qui concernent les footballeurs. Et on a essayé de dire, voilà, eh bien, c'est Landais, Saez et Cleven qui ont montré que, effectivement, la fiscalité influe sur les décisions des footballeurs. On sait que ça influe sur les décisions de certains acteurs également. Hein. Je ne donne pas de nom, mais vous savez très bien de qui je parle. Mais là, on s'intéresse aux chercheurs aujourd'hui, d'accord ? Et donc, ce que l'on fait, c'est que ce qu'ont fait ces auteurs,
c'est de dire, voilà, je vais prendre des données de panel, c'est-à-dire des données au cours du temps. Donc, c'est plusieurs pays au cours du temps. Et on regarde les inventeurs de 8 grands pays, dépositaires de brevets, Canada, Suisse, Allemagne, France, Italie, Japon, États-Unis, Grande-Bretagne. Et on a des données sur les brevets et sur les citations des brevets entre 1977 et 2000, à la fois de la European Patent Office, l'Office européen des brevets, et la US Patent Office, qui est l'Office américain des brevets. D'accord? Et on regarde et on essaie de voir. Et ce qu'on va regarder, ce qu'ils font, c'est de voir comment la fiscalité des pays est corrélée avec eh bien, les mouvements, les migrations des chercheurs, et particulièrement des très bons chercheurs d'un pays à l'autre. Alors, ils effectuent l'analyse à 3 niveaux. Ils regardent au niveau des pays, simplement. Ils disent, voilà, on regarde en général entre les pays et on fait une régression statistique. Hein, pour voir, d'ailleurs, là, j'ai besoin de... Ah là, la craie est là. D'ailleurs, quelqu'un m'avait demandé ce que c'est qu'une régression statistique. J'en montre tout le temps. En fait, ce qu'on fait, c'est la chose suivante. Par exemple, on veut regarder une relation entre fiscalité et innovation, OK? Et ce qu'on fait, eh bien, on peut dire, dans une année donnée, chaque pays a une fiscalité qui est là, un niveau de taux d'impôt, de taux d'imposition sur la tranche supérieure qui est là. Et là, on a un nombre de brevets par année, d'accord? Et donc, chaque pays est un point. Et on peut faire des différents points et un taux d'imposition maximum, par exemple, taux d'imposition maximal. Et on peut faire différents pays et on met des points. Et qu'est-ce que c'est qu'une régression? Chaque pays est un point parce que chaque pays vous donne un taux d'imposition maximum et un niveau d'innovation. Eh bien, on fait la droite qui minimise la distance aux différents points. C'est ça une régression. Vous voyez ce que je veux dire? Vous tracez la droite qui est, disons, vous faites la somme des distances, vous voyez, et la somme des carrés des distances, en fait, et c'est la droite qui minimise la somme des carrés des distances. Vous avez un nombre de points, et vous tracez la droite, et c'est la régression des simples moindres carrés. D'accord? Voilà, une régression, c'est ça. C'est à partir vous avez un ensemble de points, et vous tracez une droite qui représente le mieux cet ensemble de points. Voilà. Et c'est ça la régression. Et quand vous faites une régression, vous déterminez quelle est la pente de cette droite et voilà la caractéristique de cette droite. Et c'est ça que vous donne la régression. Donc maintenant, ceux qui avaient la question, qu'est-ce que c'est qu'une régression, hein, voilà, maintenant vous savez. Donc ils vont faire d'abord une régression au niveau macroéconomique. Ensuite, on va regarder des pays, et on va faire des expériences, parce que tout ce que vous donne la première chose, c'est des corrélations, pas des causalités. Et pour avoir des causalités, eh bien, on va explorer des expériences naturelles. C'est-à-dire, voilà, il y a eu des réformes où s'est passé certaines choses dans certains pays, et ça a affecté de telle manière la migration des chercheurs. Et le troisième niveau, c'est un niveau individuel. Sur données US, on regarde au niveau des individus, comment les individus migrent ou ne migrent pas, et sur des données d'individuels, donc beaucoup plus micro, d'accord? Et en gros, c'est ça, et souvent c'est comme ça en économie. En général, on fait converger plusieurs bases de données, et on voit que ça converge ou que ça ne converge pas. Vous voyez qu'on veut avoir de l'information venant de différentes sources, et on veut savoir si en fait c'est convergent, d'accord? Alors là, ce diagramme vous dit en gros que mieux on est cité, en général, plus haut est le revenu. Alors, ce n'est pas exactement comme ça, mais en général, les gens très cités, les gens qui ont des brevets très cités, typiquement, vont être dans le top 1%, vous voyez? Et puis, à un niveau de citation moindre, on va être entre le top 1 et le top 5% des revenus, etc. Il y a un lien clair entre, et ça, c'est le revenu annuel, hein, en dollars. Et les gens qui ont des brevets très, très cités, en général, peuvent gagner beaucoup d'argent. Voilà. Donc, et donc, si vous voulez, il y a un lien entre, on voit déjà sur ce diagramme qu'il y a un lien entre la qualité des brevets qu'on produit et quand j'avais parlé d'inégalité, vous vous souvenez, d'innovation, j'avais montré que plus on avait des brevets cités, plus on gagnait de l'argent. Voilà, c'est une source de revenus, quoi. Et alors, je dis, il y avait... tiens, justement, j'étais avec Bill Gates hier, c'est assez drôle, il était à Paris. Et
On connaît quelqu'un là. Et Bill Gates était à Paris parce que maintenant, en fait, il donne beaucoup d'argent pour la malaria. Vous savez, pour lutter contre la malaria. Donc, il y avait, il y avait une conférence au siège du journal Le Monde. Et donc, comme ça, j'ai pu le rencontrer. Voilà, donc Bill Gates, évidemment, il est là, lui. Hein. Tout en haut, quoi. Mais il y a des gens un peu moins que Bill Gates, mais qui sont, voilà, c'est des gens qui gagnent, qui sont devenus riches par l'innovation. Hein. Voilà. Et donc, évidemment, il y a l'idée, pourquoi je vous montre ce diagramme? Parce qu'évidemment, si j'impose, l'idée, c'est que si je surtaxe ces gens-là, je peux désinciter à l'innovation. C'est ça la crainte, quoi. Voilà. Donc c'est ça qu'on veut regarder. D'accord? Alors, là, c'est la distribution des revenus des inventeurs hein, dans le survey de la National Science Foundation. Et on voit en gros que les revenus sont distribués là. La plupart des inventeurs vous voyez, gagnent 100 000 euros par an, mais vous en avez qui gagnent, vous voyez, qui sont là. Vous voyez, donc ça, voilà, et puis ça dépend, et là, il y en a très très peu. Mais ça vous donne la distribution aux États-Unis du revenu des inventeurs, mais c'est tous les inventeurs, là. On ne regarde pas indépendamment ce que j'appelle un inventeur, c'est quelqu'un qui a au moins un brevet au US Patent Office ou au European Patent Office, mais ça, on ne dit pas la qualité du brevet, quoi. On ne sait pas s'il a été très cité ou pas. C'est juste simplement pour vous donner une idée. Il y a un lien entre vous voyez, donc on a une idée de la distribution des revenus des inventeurs. Alors, on va mettre toute cette partie-là en gris foncé et on le regarde pour d'autres pays. Donc ça, c'est la Suisse, l'Allemagne, la France, le Japon. C'est intéressant d'ailleurs que ça culmine, le point culminant n'est pas au même niveau selon que c'est les États-Unis ou ailleurs. En France, le point culminant est entre 30 000 et 50 000 euros, donc un peu plus bas qu'aux États-Unis où ça culmine autour de 100 000 $. Quoi, voilà. Mais c'est intéressant de voir la distribution des revenus des innovateurs dans différents pays développés. Et donc, voilà, parce que ça vous donne aussi une idée de pourquoi ils iraient migrer d'un pays à l'autre. Si je sais que je peux gagner beaucoup plus peut-être dans un pays que dans un autre, ben, ça me pousse à migrer. Donc, c'est une des choses naturelles à regarder, c'est la distribution des revenus parmi les innovateurs à l'intérieur de chaque pays développé. Voilà, c'est ce que vous donnent ces diagrammes, d'accord? Ça, c'est simplement pour vous sensibiliser à la chose. Hein. Alors maintenant, la première chose, c'est de faire une régression. Et on fait une régression, on a différents pays au cours du temps. Donc, un pays à différentes années, ça fait différents points. Et on a tous ces points, les pays, toutes les années, entre 1977 et 2013, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais pris comme... entre 1977 et 2000, donc chaque pays intervient 23 fois. Et on met tous les points, et on essaye de voir, de faire la régression. Ce que je mets ici, c'est le contraire du taux d'imposition, c'est 1 moins le taux d'imposition maximum. Donc, d'accord, donc je vais ici maintenant je vais vous refaire le dessin tel qu'il est là. Là, ici, j'ai le fameux taux, j'appelle ça taux, mais tandis que dans le diagramme que vous avez là, vous avez en fait 1 moins taux, hein, c'est-à-dire 1 moins le taux d'imposition maximum. Et là, en ordonnée, vous avez la fraction des inventeurs, hein, c'est-à-dire dans la population. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que, donc ça, c'est la fraction des inventeurs restant dans le pays. Fraction des inventeurs, ici maintenant, fraction des inventeurs qui restent dans le pays, hein, des inventeurs donc américains ou n'importe quel pays qui restent dans le pays, qui restent dans leur pays d'origine, hein, qui restent dans leur pays d'origine. Et ce qu'on voit de manière très intéressante, c'est que, voyez d'abord le diagramme qui est à droite. Le diagramme à droite, il vous dit, ben, si je varie le taux maximum d'imposition pour les inventeurs qui sont de qualité, qui font des brevets qui ne sont pas très cités, ça n'a pratiquement pas d'incidence. Donc vous ne perdez pas les mauvais, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, les mauvais, ils ne sont pas mauvais, pour breveter, il ne faut être pas mauvais. Mais enfin, les moins bons, voilà. Vous ne les perdez pas. Donc, si vous voulez faire des impôts comme certains de mes collègues recommandent, vous gardez les chercheurs, voilà, pas les... Voilà. Mais par contre, vous perdez les chercheurs qui ont des brevets très cités. Vous voyez que là, c'est très intéressant. C'est que là, vous voyez vraiment que là, c'est donc moins vous imposez, moins le taux maximum est élevé, plus vous gardez
une fraction importante de vos chercheurs de qualité, quoi. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Donc vous faites la taxe à 75%, dont Emmanuel Macron disait c'est que Cuba sans le soleil. Ben, évidemment, Cuba sans le soleil, ça vous fait partir ces gens-là. Voilà. Donc ça c'est le, voilà, ça c'est le, ça c'est intéressant, quoi. C'est quand même une chose intéressante. Voilà. Donc ça c'est la première chose que je voulais montrer. Ça maintenant, alors j'ai regardé la fraction des inventeurs qui restent dans le pays d'origine. Mais je peux essayer également, moi je ne veux peut-être pas seulement retenir mes bons chercheurs, je veux faire venir des bons chercheurs d'ailleurs, d'accord? Donc je vais regarder les inventeurs qui proviennent des pays étrangers. Et vous voyez que là, il y a à nouveau, ça a un petit peu d'incidence sur les inventeurs étrangers de qualité moyenne, en termes de citation de brevets, mais vous voyez que là, il y a un vrai effet, une vraie élasticité, c'est-à-dire que là, vraiment, c'est important, je fais venir beaucoup plus de très bons chercheurs étrangers quand j'ai un taux maximum de taxation qui est moins élevé. Voilà, donc c'est quand même très intéressant, c'est que ça fait non seulement, ça vous permet de retenir vos bons chercheurs, mais ça vous permet d'attirer des bons chercheurs étrangers. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est un élément à prendre en compte. C'est-à-dire que maintenant, vous voulez parler de fiscalité, il faut introduire l'élément innovation. C'est vraiment ce que la plupart des gens qui ont travaillé dans le domaine n'ont pas compris. Et ça va être, à mon avis, le grand développement en théorie de la finance publique, ça va être d'introduire cet élément-là. Donc, et on peut le faire entre pays sans le faire en panel. Donc ça, là, je mets ici à nouveau le 1 moins taux. Et le log du 1 moins taux, donc c'est pour ça que j'ai des nombres négatifs, parce que log de 1 moins quelque chose, c'est négatif. Hein, j'ai pas besoin c'est pas un cours de maths ici, mais j'ai des mathématiciens chevronnés, ça m'intimide. Donc, un mathématicien chevronné que je vois au 10e rang. Et vous voyez en ordonnée la part des inventeurs étrangers, et on voit à nouveau que plus un pays a, disons, un taux de rétention à 1 moins taux élevé, c'est-à-dire moins son taux supérieur est élevé, plus la fraction d'inventeurs étrangers qu'il y a dans le pays est élevée. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez avoir beaucoup de gens étrangers, ben voilà, il faut baisser. Si vous faites des impôts trop élevés, on reste entre nous, quoi. C'est sympa, mais il y aura peu de gens qui viennent de l'étranger. Voilà. Donc, voilà, donc disons ça, c'est ce que vous donnent les régressions macroéconomiques. Alors évidemment, on peut faire un tableau, on peut dire voilà, je fais la régression et je vais regarder la pente. Et on voit la chose très intéressante, c'est que ce que je regarde les top 25 inventeurs, c'est les top 25 en termes de citations, ceux qui sont les 25% les plus cités. Et on voit que, évidemment, quand je fais un 1 moins taux plus élevé, que je réduis les impôts, eh bien, ça a un effet important pour retenir les inventeurs domestiques de qualité. C'est ce coefficient-là, mais ça a un effet encore beaucoup plus important sur attirer des très bons de l'étranger. Vous voyez, donc déjà, je garde les miens, et alors j'ai un effet encore beaucoup plus grand sur attirer les bons d'ailleurs. Voilà. Donc c'est quand même. Et vous savez qu'aux États-Unis, en grande partie, c'est grâce, ils n'ont pas un système éducatif génial au niveau primaire secondaire, et les États-Unis ne seraient pas ce qu'ils sont s'ils ne savaient pas attirer les meilleurs de l'étranger. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, et on va le voir maintenant, c'est quand il y a eu la transition en Europe de l'Est et l'effondrement de l'Union soviétique, eh bien, nous aurions pu en France accueillir beaucoup de très bons chercheurs russes, hongrois, polonais, etc. Et ils sont tous partis aux États-Unis. Alors, ce n'est pas seulement à cause des impôts, c'est parce qu'évidemment, les États-Unis ont eu une politique très intelligente de carte verte, de visa, pour faire venir les bons chercheurs, alors que nous étions en train encore d'écrire des circulaires que je ne nommerai pas pour décourager les bons chercheurs de venir chez nous. Voilà. Donc, alors, étude d'un pays en particulier. Donc là, c'est déjà les données macroéconomiques. Maintenant, je vais regarder des expériences, parce que là, ce que je vais montrer, c'est des corrélations. Vous pouvez me dire, mais oui, mais c'est très gentil ce que vous avez fait, mais vous avez montré des corrélations. Les corrélations, ce n'est pas une causalité, ça ne vous prouve pas. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, ces auteurs, pour arriver à l'idée de causalité? Ils ont dit, on va explorer des expériences naturelles. Alors, ils ont regardé 3 expériences naturelles. La première, c'est la Russie, justement. C'est une quasi-expérience. C'est un pays qui est fermé à l'Occident avant la chute de l'URSS et qui s'ouvre à l'Occident après la chute. Et donc, les chercheurs russes sont lâchés sur le marché international, d'accord? Enfin, ils ont la possibilité d'y aller, quoi. Et donc, évidemment, si vous regardez, alors vous regardez maintenant où est-ce qu'ils vont aller,
Et où est-ce qu'ils vont aller dépend du taux d'imposition des pays. Alors évidemment, avant la chute, personne ne va nulle part, parce qu'on ne peut pas quitter l'URSS. Hein, donc c'est normal que j'ai une figure comme ça avant la chute, avant l'effondrement de l'Union soviétique. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, on voit que plus les pays ont des taux marginaux, donc ici, ce n'est pas le 1 moins taux que je représente, ici, c'est le taux que je mets, voyez. Donc plus un pays a un taux élevé, moins les gens viennent, voyez. Donc on va beaucoup aux États-Unis, voyez, hein, les Russes partent aux États-Unis, ils vont au Canada, etc. La Finlande également, mais par contre, et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quand même, alors la Suède a un taux marginal maximum comme nous, mais en fait, maintenant la Suède a fait des réformes et ils ont changé pas mal de choses. Et vous voyez que la France, on est vraiment tout en bas. Ce qui est intéressant, c'est que le Japon, malgré qu'ils aient un taux marginal beaucoup moins élevé que nous, ils attirent beaucoup moins de chercheurs russes. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas partis au Japon. Et peut-être qu'il y a d'autres choses qui font que je ne sais pas. Alors là, je ne connais pas bien le Japon. Donc là, peut-être il y a des grands spécialistes du Japon qui peuvent m'expliquer. Mais en tout cas, c'est très intéressant qu'on voit vraiment que, et voilà, avant l'effondrement de l'Union soviétique, bah, le taux d'imposition dans les différents pays de l'OCDE n'a aucun impact sur combien de Russes viennent, puisque de toute façon, aucun Russe ne vient nulle part. Et après l'effondrement de l'Union soviétique, eh bien, les pays qui attirent le mieux les chercheurs russes, eh bien, sont les pays où le taux maximum de taxation est le plus faible. D'accord? Donc ça, c'est une première expérience naturelle. D'accord? La deuxième, c'est la réforme Reagan. Alors vous allez vous dire, mais celui-là, vraiment, quel droitier. La dernière fois, il nous a dit que les stock options, c'était bien. Aujourd'hui, il nous dit que les Reagan Tucks, c'est bien. Donc, je ne vais pas déformer. Mais bon, c'est une expérience naturelle et je vous la montre quand même. Donc, il y a eu une deuxième baisse d'impôts par l'administration Reagan. En 1986, il y avait eu le premier en 1981. Et c'était une réforme bipartisane du système fiscal. Donc, c'était en fait négocié entre les républicains et les démocrates à l'époque où on pouvait vraiment négocier entre les deux partis. Maintenant, ça devient très difficile de discuter de quoi que ce soit entre ces deux partis. Mais peut-être que bientôt, ça sera à nouveau possible. Et en fait, c'était une taxe dont l'idée, c'était de dire, c'était surtout pour redistribuer, mais que ça devait donner le même revenu à l'État. L'idée n'était pas que la réforme donne davantage de revenus fiscaux à l'État. D'accord ? Et l'idée, en gros, c'est que le taux maximum d'imposition baisse pour les particuliers de 50% à 28%. Voilà. Mais en même temps, il y a une baisse sur un peu tout le monde. Alors, je crois qu'on augmente l'impôt sur les sociétés et on augmente l'impôt sur les plus-values. Donc, c'est comme ça qu'on rend neutre, vous voyez. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour les particuliers, ils ont baissé le taux maximum d'imposition. Et donc, il y a eu cette réforme-là, et on peut regarder l'effet que cette réforme a eu sur la migration des chercheurs vers les États-Unis ou en partant des États-Unis, d'accord? Donc, en gros, eh bien, voilà, donc ici, ça fait donc c'est l'impôt maximum, si vous voulez, et là, on a cette baisse. Differential d'ailleurs, je ne sais plus, là, différence avec quoi, je ne sais plus. Je suis un peu là, j'ai un manque de. Mais en tout cas, on voit cette baisse du top tax rate, d'accord? Et ça, c'est ce qu'il y a. Mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut regarder? C'est qu'on veut regarder, eh bien, on veut regarder la proportion des top inventeurs, vous voyez, de ceux qui sont les mieux cités. Et on voit qu'il n'y a pas vraiment, elle augmente un petit peu de toute manière. Et vous voyez que là, il y a un saut vers le haut. Et vous voyez, c'est très intéressant. On voit vraiment que, eh bien, il y a eu en fait ça a vraiment accéléré le mouvement des top inventeurs vers les États-Unis. Moi, je le sais pour le Canada, puisque je sais qu'il y a beaucoup de Canadiens qui ont quitté le Canada pour aller aux États-Unis quand il y a eu cette réforme. Alors, ce que montre la droite en pointillé, c'est qu'on prend tous les pays qui ne sont pas comme les États-Unis, mais qui ressemblent aux États-Unis, on les fait coïncider avec les États-Unis avant la réforme, et après on se dit, mais on les traite exactement comme les États-Unis, sauf qu'ils n'ont pas la réforme. Vous voyez, c'est comme un placebo, on dit en médecine. Vous voyez, ils sont en tout point identiques aux États-Unis avant, où on les rend identiques, mais ils ne sont pas sujets à la réforme Reagan, d'accord?
Et donc, ça vous donne un peu qu'est-ce qui se serait passé, ça vous donne le counterfactual, ça vous donne qu'est-ce qui se serait passé avec le nombre de chercheurs étrangers aux États-Unis s'il n'y avait pas eu la réforme Reagan. Et ce qui se serait passé, c'est qu'en gros, eh bien, vous auriez quelque chose de constant. Alors que là, tout d'un coup, vous avez le nombre, vous voyez, la proportion de chercheurs étrangers, des meilleurs chercheurs étrangers qui grimpent à cause de cette réforme. Voilà. Donc, c'est quand même une chose intéressante. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'autres choses qui attirent. On ne part pas juste aux États-Unis parce que les impôts sont moindres. On part aux États-Unis parce que vous avez des conditions de travail qui sont excellentes quand vous êtes à l'université, quoi. Moi, je me souviens encore d'un collègue français qui m'a dit « Mais c'est extraordinaire, j'ai un bureau ici. » À l'université française, il n'avait pas de bureau. Enfin, maintenant, c'est en train de changer et de s'améliorer. Hein. Donc, il y a d'autres conditions qui font que... Voilà, bon, enfin, en tout cas, c'est intéressant de noter cette expérience naturelle. Voilà, et on la voit ici. Et en fait, on voit qu'avant, vous voyez, la part des top 1 avant la réforme, c'est 6-8, et puis la part des top 1, elle grimpe après la réforme, quoi. Donc on voit vraiment qu'il y a un effet très fort de la baisse du taux maximum d'imposition sur le flux de migrants, de chercheurs de pointe étrangers. Voilà. Donc, alors maintenant, j'avais dit qu'il y aurait trois, l'analyse est faite sur 3 niveaux. Le niveau macroéconomique, c'est-à-dire on compare les pays, et c'est ce que j'avais fait au début. Ensuite, j'ai mis des expériences naturelles, et je vous ai montré l'expérience naturelle russe, l'expérience naturelle américaine. Et finalement, le troisième approche, c'est de regarder au niveau individuel, d'accord? Donc, et donc, on regarde, donc c'est des trajectoires individuelles. Et on regarde si, eh bien, en quoi les citations dépendent de taux, ça c'est ça, plus des caractéristiques individuelles, plus des relations individu-pays, langue, secteur de recherche, etc. Et une variable pays, et on fait ça entre pays, panel, d'accord? Mais on fait la régression au niveau des individus dans les pays au cours du temps. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la première chose qu'on voit là, c'est que pour les chercheurs qui sont au top en termes de citation, on voit que, évidemment, le 1- taux, là ce que je regarde, c'est le retention rate, c'est le log du 1- taux, eh bien, ça a un effet très significatif pour les gens tout en haut, en termes de citation. Un peu moins élevé pour les gens qui sont un petit peu moins que le mieux cité, et moins le chercheur est cité, moins ça a de l'impact sur le fait d'attirer des chercheurs ou de retenir des chercheurs, d'avoir des taux de taxation plus ou moins élevés. D'accord? Donc l'idée, c'est que vous gardez les superstars, quoi. Quand vous baissez le taux d'imposition maximum, vous gardez vos superstars et vous attirez des superstars venant de l'étranger. Les moins superstars, l'effet est négligeable, vous voyez? Mais c'est vraiment, on retrouve ce qu'on avait vu tout à l'heure au tout début, que c'est vraiment sur les superstars que l'effet est le plus grand, c'est-à-dire les gens qui ont des brevets qui ont le plus d'impact, qui font vraiment des changements qui sont paradigmatiques, comme on dit. Hein? Alors ici, on fait une simulation, ils font une simulation, quand je dis on, c'est eux, moi je ne suis pas partie prenante de cette recherche, ils regardent l'effet d'une baisse de 10% du taux d'imposition maximum sur les revenus individuels en 2000, et ils regardent l'effet sur la proportion d'inventeurs domestiques du pays et la proportion d'inventeurs qui viennent de l'étranger. Et on voit d'abord que même sur les inventeurs domestiques, eh bien, on voit que ça a un effet important. C'est les top domestic inventors qu'on regarde. Et on voit que quand même baisser de 10% le taux maximum d'imposition en 2000, eh bien en 2015, ça augmente dans tous les pays la proportion d'investisseurs, disons que ça augmente le nombre d'inventeurs domestiques. Mais ce qui est très important, c'est que l'effet est très important sur les chercheurs étrangers. C'est à nouveau, je retrouve le résultat que, en fait, c'est surtout d'attirer les étrangers. Donc, on a un effet de retenir mieux les gens de chez soi, mais on attire également mieux les top chercheurs étrangers en baissant le taux maximum d'imposition. Voilà. Donc, voilà un petit peu, voilà ce que montre cette analyse. Alors là, on peut regarder selon que les chercheurs font des petits brevets ou des gros brevets en termes de l'argent que génère le brevet, donc la valeur du brevet. Hein. On peut regarder les brevets par la qualité des brevets par les citations, ou on peut regarder les brevets par la valeur monétaire générée, et on voit que surtout, c'est pour les gros brevets, et notamment aux États-Unis,
que de faire une baisse de 10% plutôt qu'une baisse de 5%, ça fait déjà, même une baisse de 5% a déjà un gros effet, mais alors une baisse de 10% a un effet 2 fois plus grand qu'une baisse de 5% du taux maximum d'imposition sur, eh bien, sur le nombre de chercheurs qui génèrent des brevets qui ont de grande valeur. Voilà, tandis que sur les chercheurs qui génèrent des brevets de moindre valeur, on a un effet, mais beaucoup moindre que sur les très très bons chercheurs. Donc on a de nouveau l'idée que c'est bon pour tout le monde, mais c'est particulièrement l'effet est particulièrement important pour les brevets de grande valeur, et notamment aux États-Unis. Vous voyez que les chiffres sont astronomiques aux États-Unis, en termes de la différence que ça fait de baisser le taux marginal supérieur. Voilà. Alors maintenant, il peut y avoir le problème de dire, oui, mais là, vous parlez des chercheurs. Comme on le sait, et comme j'ai discuté dans la deuxième leçon, il y a des sources de top 1% des revenus qui ne sont pas l'innovation. C'est pour ça que l'idée n'est pas nécessairement de dire baisser l'imposition sur tous les gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais c'est de dire, en tout cas, prenez l'innovation en compte. Peut-être qu'on ne traite pas de la même manière Carlos Slim et Steve Jobs. Donc ça, c'est évidemment une considération à prendre en compte. Mais en tout cas, on voit que pour l'innovation, c'est très important. Alors, il y a deux choses que je veux montrer, et après, je vais passer au deuxième article. C'est qu'on peut regarder l'effet d'un taux de taxation plus faible disons, sur l'habilité de retenir ces bons chercheurs et d'attirer des chercheurs étrangers. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est particulièrement vrai si c'est des gens qui travaillent dans des multinationales. Vous voyez, alors à ce moment-là, ça a un effet très important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus grande mobilité des chercheurs qui travaillent dans des multinationales. Donc si vous baissez le taux d'imposition, vous retenez beaucoup plus les gens, ou vous retenez beaucoup plus vos chercheurs à vous qui sont dans des multinationales, ou vous attirez beaucoup plus facilement des chercheurs étrangers qui sont dans des multinationales. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans des multinationales, eh bien, vous êtes très exposés au monde, et donc vous êtes très mobile par nature. Donc vous êtes ceux qui allez répondre le plus à des changements de la fiscalité. Voyez, donc si vous êtes dans des multinationales que si vous n'y êtes pas, quoi. Et l'autre chose, c'est si vous avez une activité à l'étranger. Là, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de dire si j'ai déjà une activité à l'étranger, je vais moins répondre au changement de la fiscalité. Parce que quelque part, je gagne de l'argent ailleurs également. Voyez. Donc, si j'ai une activité à l'étranger, eh bien, je vais moins répondre à des changements du taux maximum de taxation que si je n'ai pas d'activité à l'étranger. Parce que si j'ai une activité à l'étranger, je gagne par ailleurs. Donc, j'ai peut-être mon revenu ici, mais c'est une petite partie de ce que j'ai. Et donc, finalement, eh bien, j'ai d'autres façons de me rattraper. Et donc, je suis moins sensible aux variations d'imposition. Voilà, si je sais que je peux gagner de l'argent aux États-Unis, en Angleterre, ailleurs, etc., même si on augmente le taux d'imposition en France, je vais moins réagir parce que j'ai d'autres sources de revenus où je suis davantage protégé. Donc ça, c'est intéressant. C'était aussi une conclusion intéressante de leur analyse. Donc en fait, cette analyse, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est que les inventeurs superstars réagissent au taux d'imposition des tranches élevées, au taux maximum marginal d'imposition. Les choix de carrière restent aussi un facteur prépondérant. Les inventeurs travaillant pour les multinationales sont plus sensibles que les autres. Et une question ouverte, évidemment, c'est quel est le coût économique du système fiscal si on prend en compte la migration des inventeurs et les externalités que les inventeurs peuvent avoir sur les gens qui travaillent avec eux. Vous vous souvenez, quand on a parlé du papier finlandais, on a montré que quand j'inventais, j'avais des externalités sur même des non-inventeurs dans la même entreprise, mais j'influe sur le processus de croissance dans son ensemble. Donc il faut, quand maintenant on regarde la fiscalité optimale, de dire je dois faire une fiscalité qui quand même doit prendre en compte les effets sur la croissance. Si je sais que j'influe sur l'innovation, que j'influe sur le nombre de gens, de chercheurs de pointe qui viennent chez moi travailler, j'aurai une incidence sur le taux de croissance et je dois prendre cette incidence-là en compte quand je regarde comment penser au système de taxation optimale. Et ça a toujours été mon débat avec d'autres personnes en France, c'est que eux, quand ils regardent la taxation optimale, la croissance, l'innovation, pour eux, ça n'existe pas. Et donc, si vous voulez, c'est là la grande divergence que nous avons. Voilà. Donc, je crois que ça va être un grand débat en France. Et évidemment, on veut en même temps un système de taxation qui finance des services publics de qualité, qui redistribue, qui donne les prestations nécessaires. Donc, la taxation doit servir plusieurs objectifs. L'innovation en est un.
la redistribution en est un autre, le financement de services publics de qualité en est un autre, et il faut prendre tout ça en compte quand on pense à une fiscalité optimale. Mais je crois qu'avant de penser à une fiscalité optimale, il faut se dire quel est l'objectif que je poursuis, et en fonction de cet objectif, alors à ce moment-là, prendre en compte. Mais ne pas prendre en compte ce qui est quand même le moteur de croissance essentiel dans nos économies, qui est l'innovation, c'est quand même faire une erreur de premier ordre, à mon avis, quand on réfléchit à la fiscalité optimale. Voilà. Donc ça, c'était la première partie de ce que je voulais raconter. Est-ce que vous êtes encore vivant? Ça va? Vous tenez le coup? Ah, moi, je vais souffler un petit peu. Hein. Voilà. Alors là, on est premier. Hein. Alors, je vais maintenant parler, je passe à la deuxième partie. Voilà, ça fait un peu... Alors, j'essaie de... Alors, je vais faire ça. Alors, est-ce que c'est ça? Oui, voilà, très bien. Je vais parler affichage. Voilà, mode lecture. Voilà. Donc maintenant, je passe à la deuxième partie. Je vais boire quand même une petite gorgée d'eau. Hein. Voilà. Exactement, c'est le moment pour... Voilà. Alors, je passe maintenant au financement de l'innovation. Donc, d'accord? Donc, j'ai parlé des incitations à l'innovation, j'ai parlé un petit peu de fiscalité, en vous montrant surtout que c'est un sujet important. Le plus difficile reste à faire pour ce qui est d'analyser la fiscalité de l'innovation et l'incidence de l'innovation sur comment penser la fiscalité en général. Maintenant, je vais parler du financement de l'innovation et notamment du rôle du capital risque. En anglais, venture capital, hein, mais c'est le capital risque dont on parle. Voilà. Et les travaux importants, ça a été fait par deux collègues, Steve Kaplan et Per Stromberg. Et voilà. Et en fait, le prix Nobel cette année a été annoncé par Per Stromberg. Si vous êtes allé à la télévision et que vous avez vu l'annonce du prix Nobel d'économie, c'était Per qui annonçait que Hart et Holmström avaient le prix Nobel. Voilà. Donc tout ça reste en famille. Voilà. Et Steve Kaplan est un bon copain qui est à Chicago. Voilà. Enfin, je voudrais d'abord faire un petit peu de préliminaire. Je vais revenir au contrat incomplet et au contrôle. Vous voyez, on revient à Hart tout le temps. Et la question est la suivante. C'est comment les entreprises décident-elles de leur structure financière? Décident-elles de se financer? Vous voyez, je peux me financer de différentes façons. Je peux me financer par action, notamment des actions avec vote, mais à ce moment-là, si je me finance par action avec vote, vous avez des droits de vote, mais j'ai peut-être pas envie que vous veniez me dire ce que je dois faire, vous voyez. Et sinon, et puis en général, vous avez un pourcentage du revenu. Et puis sinon, je peux me financer par dette, c'est-à-dire que par dette, ça veut dire que tout le revenu est pour moi, sauf que je dois vous rembourser quand même. Donc si mes revenus sont moindres que ce que je vous dois, vous avez tous les revenus et moi, je n'ai rien du tout. Et puis tout ce que j'ai en plus de ce que je vous dois me revient à moi entièrement. Ça, c'est la dette. Et en même temps, ça me donne du contrôle, d'accord? Donc, il y a différentes façons de se financer, d'accord? Et je m'interroge à la question, comment je vais financer mes investissements? Alors, il y a toujours un point de départ, et Modigliani et Miller ont tous eu le prix Nobel chacun, mais ils ne l'ont pas eu en même temps. Et Modigliani et Miller ont écrit un papier en disant la chose suivante. Si on est dans un monde où les contrats sont complets, essentiellement, où il n'y a pas de coût de transaction, hein, si on est dans un monde où il n'y a pas d'asymétrie d'information, si on est dans un monde où tout marche bien, la structure financière de l'entreprise n'a pas d'importance sur la valeur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, je peux me financer de la meilleure manière. Je peux décider que je me finance par action, mais mes actionnaires, eux, vont rattraper la chose. C'est-à-dire qu'on peut toujours racheter et vendre, et il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'ils ont démontré un théorème disant, dans ce cas-là, si vous voulez, c'est l'histoire de la pizza. Ils ont dit, quand on est dans un monde comme ça, il y a ce qu'on appelle le théorème de Coase. Coase, ça s'écrit comme ça, qui lui aussi a eu le prix Nobel. Coase. Et je vais essayer d'effacer quelque part. Là. Non, je peux écrire là. Et en gros, l'idée de dire, dans un monde comme ça, quand dans un monde où il n'y a pas d'asymétrie d'information, où les contrats sont complets, qu'est-ce que dit Coase? Il dit, on écrit un contrat ensemble, on peut séparer totalement ce qui maximise le gâteau que nous produisons et la distribution du gâteau entre vous et moi. Vous voyez, on peut séparer l'un de l'autre. Ce qui est taille du gâteau, de distribution du gâteau, peuvent être complètement séparés l'un de l'autre. Et en fait, Modigliani Miller, la manière dont les gens l'enseignent, c'est qu'ils disent c'est la pizza, hein,
Vous allez rue des Canettes, là, qui était le premier pizzaiolo, moi, là que j'ai appris à manger, que j'ai le goût de manger. Vous avez la pizza, hein, et la pizza, quelle que soit la manière dont je la divise, elle reste la pizza, quoi. Elle ne change pas de taille. Vous voyez, la manière dont je divise la pizza n'affecte pas la taille de la pizza. Ça, c'est le monde de Modigliani et Miller, d'accord? Donc, évidemment, c'est un peu comme Solow sur la théorie de la croissance. Le modèle de base en théorie de la croissance, c'est le modèle de M. Solow, où dans son monde, il n'y a pas de rôle pour la politique de croissance et il n'y a pas de croissance à long terme. Eh bien, si vous voulez, l'équivalent de Solow en théorie de la finance de l'entreprise, c'est ce fameux théorème de Modigliani-Miller qui vous dit, si vous êtes dans un monde sans coût de transaction, avec contrat complet, etc., eh bien, en fait, il redécouvre le théorème de cause, mais il ne le mentionne pas, d'ailleurs, si je m'abuse, à la finance. La manière dont vous financez votre investissement n'a pas d'impact sur la valeur de votre entreprise. Voilà. C'est deux choses totalement séparées. La valeur de votre investissement, elle ne dépend que des actions que vous prenez réellement. Et puis après, vous vous financez d'une manière ou d'une autre. Mais ça ne dépend que de ça. La manière dont vous distribuez le gâteau entre l'entrepreneur et ses financiers n'a aucun impact sur la valeur générée par le projet. Voilà, ça c'est le monde de Modigliani-Miller. Alors évidemment, on sait que dans la réalité, c'est important la structure financière. Mais si vous voulez, c'est le point de référence. On part de Modigliani-Miller. Donc quelqu'un qui fait de la finance de l'entreprise, je pourrais vous faire un cours entier sur la finance de l'entreprise, mais je ne vais pas le faire. Peut-être une autre année, je le ferai. C'est le point de départ. Et à chaque fois, on essaie de voir comment on s'écarte de Modigliani-Miller. De la même manière que quand je fais la théorie de la croissance, je pars de Solow et je montre comment je m'écarte de Solow. Et bien, c'est la même chose en théorie de la finance de l'entreprise. D'accord? Donc, voilà. Alors, il y a des gens qui ont dit, mais enfin, dans la réalité, il y a des choses. Par exemple, Fama-Miller, le même Miller avec un truc qui s'appelle Fama, eh bien, ils ont dit, oui, mais dans la réalité, d'un côté, si je me finance trop par dette, je suis over-leveraged, j'ai des grandes probabilités de faillite. Et il y a des coûts de faillite. Évidemment, dans le monde de Modigliani-Miller, la faillite n'a pas de coût. Donc là, tout d'un coup, on introduit des coûts de faillite. Si je me finance trop par equity, eh bien, si je me finance trop par... eh bien, l'avantage du financement par dette, c'est que je paye moins d'impôts. Aux États-Unis, quand vous vous financez par dette, vous pouvez déduire vos dettes de l'assiette de votre impôt. Donc les gens aiment se financer par dette, mais si vous financez trop par dette, vous allez en faillite. Et donc la théorie de Fama-Miller, c'est de dire oui, je vais rajouter des choses à Modigliani-Miller, je vais rajouter l'État qui vous dit que la dette, qui vous rend la dette avantageuse, et les coûts de faillite qui rend la dette pas avantageuse, et l'arbitrage entre les deux va me donner une structure optimale, un partage optimal entre ce que je finance par dette et ce que je finance par action. Vous suivez ce que je dis? Levez la main s'il y a des choses. Alors, voilà. Alors, il y a eu une autre approche. Bon, c'est pas très profond. C'est sympa, mais c'est pas très profond comme approche. Avoir une théorie basée uniquement sur le fait qu'on paye moins d'argent si on a de la dette. Voilà. On voulait des raisons plus profondes. Alors, il y a eu l'approche par les incitations. C'est de dire, ben, finalement, le contrat de dette et le contrat d'action, c'est différent. Le contrat le financement par action, en gros, si moi je fais Y, je dois payer ce qui me reste, mon revenu. Si je me finance par action, c'est 1 moins alpha Y, c'est-à-dire que je dois donner alpha Y va aller à l'investisseur extérieur, au financier, et moi, je me garde 1 moins alpha Y. Donc, si je me finance par action, ce qui me reste, c'est ça. Si je me finance par dette, c'est très différent. Si je me finance par dette jusqu'à ce que je dois R et ce que je dois à mon créditeur, l'investisseur dans ce cas-là s'appelle créditeur, bien évidemment, tant que mon revenu est moins que ce que je lui dois, j'ai 0, mais après, j'ai tout. Vous voyez? Après, tout me revient. Et vous voyez que c'est des schémas qui sont différents. Vous voyez, en fonction de la performance, vous voyez, ça a des formes différentes. Et donc, on peut dire, pour des raisons d'incitation, on peut dire, je veux l'un ou l'autre. On peut dire, par exemple, l'avantage du financement par dette, c'est que, comme les revenus vont être tout pour moi ici, je vais mettre l'effort maximum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un avantage. Mais un désavantage, c'est que je vais prendre beaucoup de risques parce que si je me casse la figure, c'est celui qui s'en prend plein la figure, c'est le créditeur, vous voyez? Tandis que là, moi aussi, je perds.
Donc, il y a eu des théories basées sur les incitations en disant, oui, évidemment, la dette c'est bien parce que comme c'est moi qui suis, comment on dit en anglais, residual claimant, c'est moi qui ai tout en plus du R, je vais faire un effort énorme sur mon entreprise. Mais en même temps, je vais prendre beaucoup de risques parce que je sais que si ça ne va pas bien, tout se passe, celui qui va supporter les coûts, c'est le créditeur. Et donc, ils ont dit, bah, tiens, à partir de ça aussi, on peut avoir une théorie de la structure optimale de l'entreprise financière, vous voyez, avec des considérations incitatives. D'un côté, le choix d'effort qui vous pousse vers la dette, mais d'un côté, le choix de risque qui vous pousse à ne pas avoir trop de dettes. Voilà. Et en fait, c'est ce qu'on appelle de l'aléa moral. Mais, voilà. Et donc, ces considérations-là, mais ce n'est pas très robuste parce que dans la réalité, eh bien, les schémas incitatifs sont beaucoup plus généraux. Ça ne se résume pas à une combinaison de ces deux schémas-là qui sont quand même très particuliers. Et donc, on s'était retrouvés, là, c'est une histoire assez sympa parce que c'est une histoire qui m'est arrivée. Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur les trucs de Hart un petit peu. Donc ça, je vous raconte un peu mon histoire. Donc on était un peu bloqués parce que Hart et Holmström avaient fait un papier ensemble, justement les deux qui ont eu le prix Nobel, en disant « Mais ça ne peut pas être vraiment l'histoire parce que si c'est vraiment des schémas incitatifs sur les revenus, si on ne distingue entre la dette et les actions que du point de vue de la manière dont ils distribuent les revenus entre l'investisseur et l'entrepreneur, en général, le schéma incitatif va être beaucoup plus compliqué qu'une combinaison de dettes et d'actions en ce sens-là, voyez. Et je n'ai pas besoin d'avoir dettes et actions. Je peux écrire directement un schéma incitatif. Je peux directement dire, mon cher ami, vous faites Y, eh bien vous aurez un revenu optimal, R star de Y, qui n'a aucune raison a priori d'être une combinaison de ça et de ça. Voilà. Et donc, quand ils ont fait cette critique, on était bloqués. On s'est dit, mais bon sang, qu'est-ce qui détermine la différence entre la dette et les actions? D'où vient l'explication? Et là, c'est là que c'est amusant en économie, parce qu'on peut des fois parler à des gens qui ne sont pas des collègues, et ils vous débloquent. Et j'avais une des amies de ma maman qui était dans l'immobilier à Boston. Il habitait Brookline, qui était une banlieue de Boston. Et donc, je dînais chez ce monsieur, je lui ai dit, écoutez, sur quoi tu travailles? J'étais étudiant à l'époque, je dis, je travaille sur un truc, je me casse le nez, parce que je ne comprends pas. Pourquoi on veut distinguer entre... Quelle est la théorie? Toutes les théories qui existent ne sont pas satisfaisantes. Et alors, je lui ai posé la question, et j'ai eu un coup de bol, je lui ai dit, écoute, toi, comment tu te finances, toi? Il me dit, mais moi, évidemment, par dette, pas par action. Et j'ai dit, pourquoi pas par action? Il m'a dit, parce que I want to be the boss. Et ça a été le déclic. Bon sang, j'ai dit, voilà. Mais oui, c'est exactement ça. Et donc l'erreur, c'était de distinguer en termes de revenus et pas en termes de contrôle. Et donc, on a bâti avec mon ami Bolton une théorie du revenu, une théorie de... Donc, Bolton, il est maintenant à Columbia. Il était président de la American Financial Association. Et donc, le papier est sorti en 92, mais cette idée-là, on l'a eue en 85, en fait. Ça met du temps. Et en fait, on s'est dit, mais voilà, faisons une théorie où, justement, c'est les droits de contrôle qui vont tout déterminer. Mais pour avoir du contrôle, eh bien, il faut retourner chez Hart. Il faut des contrats incomplets, il faut des conflits d'intérêts entre l'investisseur et l'entrepreneur, et nous allons refaire une théorie de la structure financière à partir de là. Vous me suivez, là? Bon, alors je vais effacer un petit peu, là. J'ai fait ça un peu à la gauche. Donc, évidemment, tout ça, ce n'est pas dans Modigliani Miller, hein, tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a dit, bon ben voilà, on va prendre une histoire, d'accord? On va raconter une histoire. Vous savez, en économie, c'est souvent comme ça. Il faut savoir raconter des histoires. Et après, vous essayez de modéliser votre histoire, et c'est comme ça que vous démarrez. Et en théorie appliquée, en tout cas. Alors, je reprends mon fil, et je dis, voilà... eh bien, l'idée, c'est la chose suivante. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais il y a quand même des différentes façons de se financer. Je peux me financer par des actions avec vote. Donc, à ce moment-là, évidemment, l'investisseur, mettons que vous avez un monde où vous avez deux personnes, vous avez l'entrepreneur, le type qui a eu l'idée, qui veut financer son projet, c'est typiquement un innovateur. Hein. Donc, je vais l'appeler entrepreneur. Mais l'entrepreneur, c'est l'innovateur, si vous voulez. C'est lui qui vient avec l'idée. Lui, il a l'idée. Okay. Et vous avez l'investisseur qui, lui, a l'argent. Lui, il a les ressources. D'accord? Et voilà, et ce monsieur-là n'a pas d'argent, celui-là, il a les idées, lui n'a pas les idées, mais il a les ressources, et ils vont faire affaire ensemble. D'accord? Donc, vous êtes l'entrepreneur, vous dites ben, j'ai besoin de financer mon investissement, sinon je ne vais pas y arriver. J'ai 3 moyens de le financer.
Un, c'est par des actions avec vote. Bien sûr, évidemment, l'investisseur, il va venir m'embêter tout le temps, quoi. Il va me dire, fais ci, fais ça. Moi, j'ai un cousin qui est dans le cinéma, il me dit qu'il est persécuté par ses producteurs, voilà, qui viennent tout le temps lui dire, mais tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, c'est terrible. Bon. Donc, le type, il ne veut pas, quoi. C'est l'histoire de mon agent immobilier à Brookline, d'accord? Donc, il peut faire action avec vote. Mais ça, ce n'est pas très sympa parce qu'il va l'obliger peut-être à faire des choses qu'il ne veut pas faire. On va essayer de comprendre pourquoi il n'a pas les mêmes objectifs. Deuxièmement, ça peut être des actions sans vote. Il y a ce qu'on appelle en anglais des non-voting shares. Le problème des non-voting shares, c'est que, et on va voir le problème que c'est que, évidemment, là, je fais ce que je veux, mais seulement l'investisseur ne peut ne pas marcher. Il dit, moi, écoute, je mets de l'argent, je te laisse faire ce que tu veux, peut-être que tu vas me faire aller dans le mur, et j'ai peut-être pas très envie de te financer avec des actions sans vote. Tu vois ce que je veux dire? Surtout si tu n'as pas de collatéral. Surtout si tu ne peux pas gager ton investissement sur ta maison ou sur des biens que tu as. Tu vois ce que je veux dire? Là, je suis l'action sans vote, je ne suis pas très content. Bon. Et puis, il y a le financement par dette. Le financement par dette, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en gros, je prête de l'argent à Simon, et Simon, tant qu'il me rembourse, ça va, mais et donc il a le contrôle et tout, mais s'il ne me repaye pas mon R, il y a transfert de contrôle. Et c'est le mécanisme de faillite, d'accord? Et donc, on a et là, c'est du contrôle contingent, c'est-à-dire que Simon, qui prêtait à qui? C'était toi qui me prêtais ou c'est moi qui te prêtais? Vous prêtais? Je vous prêtais à vous. Donc, Simon a le contrôle tant que Simon peut me repayer, mais si Simon ne peut pas me repayer, je reprends le contrôle. C'est du contrôle contingent. Voilà. Alors, on dit, voilà, sous quelles conditions on peut vouloir l'un ou l'autre. Et donc ça, c'est ce qu'on a regardé. On a dit, donc prenons le cas d'un entrepreneur qui a besoin de fonds externes pour financer un projet. Donc il va faire appel à un investisseur, donc c'est ce que j'ai là. Supposons que les objectifs divergent entre eux. L'investisseur, il veut gagner de l'argent, essentiellement. Tandis que l'entrepreneur, il peut vouloir d'autres choses. Il peut dire, mais je veux aussi, moi, c'est mon innovation, donc je tiens beaucoup à ce qu'elle soit mise en œuvre. Je suis un empire builder, comme on dit, un constructeur d'empire. Vous voyez ce que je veux dire? Ma réputation en tant qu'inventeur, j'ai peut-être aussi des avantages non monétaires à être patron d'une entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a des divergences pour qu'il y ait une théorie du contrôle, il faut qu'il y ait des divergences d'intérêts entre l'investisseur et l'entrepreneur. Et voilà, donc par exemple, et supposons que les objectifs divergent et que l'action à prendre ne peut pas être décrite dans le contrat, parce que s'il y avait même des objectifs divergents, mais que je peux dire dans tel état de la nature on fait ça, dans tel autre état on fait ça, dans tel autre état on fait ça, l'allocation des droits de contrôle n'a pas de sens. Pour que là, le contrôle, ça on le sait depuis la semaine dernière, pour que l'allocation des droits de contrôle ait un sens, il faut à la fois qu'il y ait divergence d'objectifs et en même temps que le contrat soit incomplet, qu'on ne puisse pas décrire ce qu'on peut faire dans chaque état de la nature. Donc on suppose ça, on suppose que les objectifs divergent, que l'action à prendre ne peut pas être décrite avant et les états de la nature ne peuvent pas être décrits. Eh bien, prenez une entreprise familiale. Alors, une famille, donc un entrepreneur qui a une entreprise familiale, veut maintenir l'entreprise coûte que coûte, même si cela ne maximise pas les revenus monétaires espérés. Donc, par exemple, voilà, c'est un innovateur, il veut vraiment que son innovation ait lieu, il y a sa réputation, il a peut-être des bénéfices privés, il veut construire un empire. Voilà, pour toutes ces raisons qui ne sont pas strictement monétaires, eh bien, il veut développer son entreprise, d'accord? Par contre, le financier cherche à maximiser ses profits monétaires. Voilà la différence d'objectif entre l'entrepreneur et l'investisseur, d'accord? Donc maintenant, on va regarder les trois types de contrats. Les actions avec droit de vote. L'entrepreneur, s'il se finance par action avec droit de vote, il doit partager le pouvoir avec l'investisseur qui, lui, peut lui imposer des choix que l'entrepreneur ne souhaite pas faire. Par exemple, ne pas préserver la totalité du business en cas de difficulté. En cas de difficulté, l'autre peut dire, écoute, débarrasse-toi d'une partie de ton entreprise, et l'autre va dire, mais non, c'est mon bébé, je veux le garder entièrement. Ben voilà, là, on voit tout de suite qu'il y a des différences d'objectifs. Hein, d'accord ? Maintenant, l'autre alternative, c'est que moi, l'entrepreneur se finance avec des actions sans droit de vote. Donc, du coup, il a le beurre et l'argent du beurre, il a l'argent et on lui prête l'argent qu'il faut et on ne vient pas l'embêter. Seulement, le problème, donc, il obtient le financement de son projet sans nécessité de partager le pouvoir avec l'investisseur. Seulement, ça peut être inacceptable pour l'investisseur, en particulier si l'entrepreneur ne dispose d'aucune richesse personnelle pour compenser l'investisseur en cas de problème. C'est là qu'il y a l'idée que est-ce que je peux gager ma maison ou pas, quoi, voilà, ou des machines, ou est-ce que j'ai du capital très tangible? À ce moment-là, je peux gager mes machines. Si j'ai du capital intangible, c'est surtout des idées, là, j'ai rien à gager, quoi. Donc voilà, en général, dans les investissements très innovants, on n'a pas beaucoup de collatéral, ce qu'on appelle sur lequel on puisse gager.
Donc à ce moment-là, et après il y a le financement par dette, c'est-à-dire l'entrepreneur garde tous les droits de contrôle, sauf s'il fait faillite, auquel cas les droits de contrôle sur l'entreprise sont transférés vers l'investisseur. Par conséquent, la faillite est un mécanisme de transfert du contrôle quand les choses vont mal. Et c'était la première fois qu'on modélisait le mécanisme de faillite comme un mécanisme de transfert de contrôle. Et le mécanisme de transfert de contrôle peut soit vous donner la liquidation, c'est le chapter 7 du Code de la faillite aux États-Unis, ou ça peut vous donner de la réorganisation de l'entreprise, et c'est le fameux chapter 11 de la loi de faillite américaine, voyez. Mais l'important, c'est que la faillite, c'est un mécanisme de transfert de contrôle. La liquidation, la faillite, ce n'est pas équivalent à la liquidation. On peut avoir très bien une faillite qui conduit à une réorganisation de l'entreprise, mais pas forcément à une liquidation de l'entreprise. Voilà. Des choses à comprendre. Hein. Donc voilà un petit peu, et on peut montrer sous certaines conditions que c'est mieux de se financer. Donc en fait, il y aura ce qu'on appelle un pecking order. Ça fait un peu Peking duck, hein, mais c'est le terme, le jargon, comme je n'ai jamais appris en français, je ne sais pas comment on traduit ça en français, pecking order, mais l'idée c'est de dire, je suis l'entrepreneur, moi évidemment, j'aimerais me financer par des actions sans vote. Le problème des actions sans vote, c'est si j'ai beaucoup de collatéral déjà, l'investisseur dira OK, parce qu'il sait que si ça ne va pas bien, il peut mettre la main sur vos actifs. Mais si vous n'avez rien sur quoi gager, en général, les actions sans vote, vous irez le proposer à votre investisseur. Il va dire, vous êtes bien gentil, mais pas question, je ne vais pas me laisser avoir par vous. D'accord? Donc, vous essayez d'abord les actions sans vote. Bon, ça ne marchera pas très bien. Alors après, vous dites, je vais essayer la dette. La dette, déjà, j'ai le contrôle plus souvent. Mais l'investisseur peut considérer que même la dette, ce n'est pas suffisant que vous ayez le contrôle la plupart du temps, sauf quand vous faites faillite. Et à ce moment-là, si ni l'un ni l'autre ne sont possibles, eh bien, vous irez vous rabattre sur le financement par action. Et il y a eu d'autres théories du pecking order, mais typiquement, c'est cet ordre-là qu'on choisit. Et voilà. Et en particulier, une implication importante, c'est que si on a beaucoup de collatéral, plus on a du collatéral, plus on peut monter. On peut faire ou financement par action sans vote ou financement par dette. Si je n'ai pas de collatéral, je suis obligé de partager beaucoup plus le pouvoir avec l'investisseur extérieur. Donc ça, c'est une des implications de cette théorie. Le moins j'ai d'argent de côté, le plus je dois donner de pouvoir et de revenus également à mon investisseur extérieur. Donc notamment, si je suis très innovant, typiquement quelqu'un de très innovant qui démarre une start-up, ben, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une start-up? Vous n'avez pas d'argent, vous avez une idée très innovante, mais en général, vous n'avez pas de machine ou sur quoi gager. Et donc, quelqu'un qui vous financera, il vous dira, mon coco, tu es bien gentil, mais moi, je veux une part des revenus tout le temps. Et en plus, au début, je veux avoir quand même du contrôle, parce que je veux t'empêcher de faire des bêtises. Et peu à peu, tu vas t'améliorer, tu vas gagner de l'argent, et à ce moment-là, petit à petit, je serai plus coulant avec toi. Tu vois, je la laisse, au début, je la prends très serrée, et je la relâche petit à petit, à mesure que tu vas réussir. Tu vois, je veux dire, eh bien, le venture capitaliste fonctionne comme ça. Voilà. Et ceux qui ont regardé ça, c'est Kaplan Stromberg. Ils ont appliqué la théorie à Guillaume Bolton, donc c'est sympa, président du comité Nobel qui utilise mes travaux, et il a regardé la structure financière. Donc, alors, une chose aussi, c'est que moi, j'ai regardé un cas. J'ai mentionné le cas où on veut transférer le contrôle quand ça va mal. Hein. Je prête à Simon, Simon il a, et si ça ne va pas bien, je dis à Simon, mon coco, je te reprends le contrôle et c'est la faillite. Mais il y a des cas qui sont différents de transfert de contrôle optimal. Par exemple, vous avez des situations, et c'est très courant, où je démarre une entreprise, je suis très bon pour gérer mon entreprise à un niveau familial, et puis tout d'un coup, mon entreprise, elle grossit, et là, je ne sais plus faire, quoi. C'est trop gros, quoi. Et là, il y a un mécanisme très important, c'est l'offre publique d'achat. Vous avez entendu parler IPO en anglais. Et c'est un mécanisme justement pour t'assurer que l'entrepreneur ne reste pas trop longtemps. À un moment donné, il faut savoir tirer le rideau, faire tirer sa révérence et laisser la place, quoi. Et le IPO et l'offre publique d'achat fait exactement ça. Ça permet le transfert de contrôle quand ça va bien, pas quand ça va mal. J'ai tellement réussi que je dois m'en aller, vous voyez, que je dois laisser la place parce que c'est trop gros, je ne peux plus gérer. Et donc, typiquement, ce qui se passe, c'est ça. Et c'est très intéressant, parce que là, j'ai Ghislaine qui est là et qui, évidemment, connaît ça 1000 fois mieux que moi. Mais aux États-Unis, typiquement, qu'est-ce que c'est qu'un venture? J'ai un ami qui est très riche, qui a fait une entreprise, qui est un innovateur dans la Silicon Valley, que plusieurs d'entre nous ici dans la salle connaissent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une entreprise. Il a eu une idée super en physique qu'il a appliquée pour la compression d'images. Il a créé une entreprise dans la Silicon Valley, il l'a très bien gérée, tellement bien qu'il a pu la revendre à plus de 3 milliards de dollars, et il a fait une IPO, quoi. Et après, cette entreprise était cotée en bourse, et lui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est devenu venture capitaliste. Et c'est ça aux États-Unis, les venture capitalistes. C'est des gens qui ont eux-mêmes été des entrepreneurs, qui ont réussi, qui ont vendu leur entreprise, et qui, avec l'argent,
aide des nouvelles pousses à arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que chez nous, c'est quoi? C'est des fonctionnaires, non, en général, non? De ministères. C'est quoi les venture capitalistes, Ghislaine, chez nous? C'est des banquiers. Ah bon, non, ça va alors. Voilà. Voilà, enfin, ils ont fait les grandes écoles, ils ont passé des concours, etc. Mais ce n'est pas forcément la même chose. Donc, Ghislaine pourrait vous raconter la différence. On ne parle pas de la même chose quand on parle de venture capital aux États-Unis. En France, on utilise le même mot, mais ce n'est vraiment pas du tout la même chose. Voilà. Donc voilà, donc ça, c'est les actifs convertibles. Par exemple, comment on fait pour que... Alors, il y a les IPO, mais il y a un autre mécanisme qui est de dire, vous donnez à l'investisseur l'option de racheter l'entreprise à un certain prix. Eh bien ça, c'est une manière de s'assurer que si les choses vont très très bien, l'investisseur prend le contrôle de l'entreprise. Vous voyez, donc les actifs, ce n'est pas juste la dette, les actions. Il y a des options d'achat ou des options de vente, des calls, des puts, et toute une série de mécanismes. Et on rentre dans ce monde fascinant de la corporate finance, mais vraiment à partir de ces idées-là. Voilà, donc je vous ai un petit peu... voilà. Alors, on arrive maintenant à mes copains Kaplan et Stromberg, et donc, en gros, le venture capitaliste, c'est un investisseur qui fournit du financement par action à une petite et jeune entreprise, une start-up, typiquement une entreprise innovante sans fonds propres initialement. Et la théorie précédente prédit que le venture capitaliste sera prêt à céder des droits de contrôle et des parts croissantes du revenu à l'entrepreneur à mesure que les ressources propres de l'entrepreneur vont augmenter. Donc au tout début, donc vous avez l'entreprise, elle démarre au tout début, je suis le venture capitaliste, je dis, mon vieux, je veux quand même que la plupart des revenus me reviennent, enfin une partie importante, et je veux avoir le droit de contrôle, mais à mesure que tu réussis et que tu te développes, eh bien tu auras davantage de revenus et davantage de droits de contrôle. Et eux testent ça sur des données. Ils regardent, ils montrent que c'est vrai empiriquement. Voilà, c'est que ça fonctionne comme ça, le venture capital. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Alors d'abord, je voulais juste vous montrer ce diagramme qui dit en fait... non, je vais passer directement au truc suivant. Donc, plus l'apport financier externe est important, plus le contrôle de l'entreprise va du venture capital vers l'entrepreneur. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils considèrent 213 investissements en capital risque aux États-Unis au sein de 119 entreprises, et ils regardent 14 entités de capital risque. Voilà. Donc, c'est 213 investissements par 14 venture capitalistes, en gros, hein, aux États-Unis. D'accord. Et donc, ce qu'ils montrent, c'est la chose suivante. Ils montrent la chose suivante. Donc, d'abord, ils montrent que, ça, ce qu'on voit dans ces données-là, c'est que typiquement, eh bien, si la performance est bonne, eh bien, le venture capital aura moins de contrôle que si la performance est mauvaise. Donc ça, minimum et maximum. Minimum, c'est quand la performance est mauvaise, et maximum quand elle est bonne. Donc typiquement, quand la performance est meilleure, eh bien, le venture capitaliste eh bien, laisse du contrôle quand elle est bonne, alors qu'au contraire, il prend du contrôle quand la performance est mauvaise. Donc ça, c'est déjà intéressant. C'est ce qu'on voit dans ce tableau. Dans celui-là, on montre qu'en fait, eh bien, quand la firme disparaît, on peut montrer qu'en fait, une grosse partie disons que le venture capitaliste arrive à recouvrer son investissement de 98,5. Donc il arrive avec cet arrangement, c'est pour ça que c'est un bon arrangement. En général, le venture capitaliste, il arrive à retourner dans ses fonds, grosso modo, quoi. Donc ça, c'est quand même une chose, intéressante. Alors je voulais juste regarder les choses suivantes maintenant. Le 17, je crois que c'est une autre... je vais regarder la chose suivante. Je veux regarder les conditions sur la performance. Les employés partagent les retombées financières si l'objectif est atteint. Le venture capitaliste obtient des droits de vote si le bénéfice n'atteint pas le seuil fixé. Et ils mettent en place des dividendes conditionnels à la réalisation d'objectifs de revenus. Ça devrait être singulier, masculin. Donc, si vous voulez, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, ce qu'on peut montrer, voilà, c'est là qu'on est, le 17.4, c'est-à-dire qu'en fait, conditionnement à la performance financière, eh bien, les votes sont redistribués. Et en fait, les droits de contrôle vont aller vers l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'on voit qu'il montre que la performance financière affecte de fait l'allocation des droits de contrôle, et évidemment dans le sens favorable à l'entrepreneur si la performance est meilleure. Donc la performance financière est un facteur important d'allocation des droits de contrôle. Parce qu'évidemment, dans la mesure où je sais que je peux être mieux remboursé,
je vais moins intervenir dans le contrôle de ce qui se passe dans l'entreprise. Et donc ça, c'est la première chose qu'il montre. C'est ce 17.4 qui est vraiment qu'il y a vraiment une réaction très importante de la distribution des droits de contrôle entre l'entrepreneur et le venture capitaliste selon les performances financières. Ensuite, il regarde les performances non financières. Par exemple, l'entreprise sécurise un plancher dans le nombre des clients satisfaits du service, ou bien le FDA, qui est l'autorité régulatrice des médicaments, accepte le médicament, ou le brevet est déposé. Donc ça, c'est un nombre d'événements de contingences qui ne sont pas directement mesurables monétairement. Et quand elles ont lieu, également, ça affecte la distribution des droits de contrôle. Et ce que montre cette régression-là, c'est qu'on voit qu'effectivement, il y a une incidence de ces événements non directement monétaires, mais qui sont quand même des bonnes nouvelles. Il y a une réaction à la bonne nouvelle, même si elle n'est pas directement quantifiable. Et ça aussi alloue les droits de contrôle entre l'entrepreneur et l'investisseur. Autre chose, si de nouveaux dirigeants clés sont engagés dans l'entreprise ou si de nouvelles installations sont mises en place dans l'entreprise, eh bien, on voit également, donc en fonction d'actions particulières qui sont, de décisions particulières qui sont prises, eh bien, on peut voir qu'elles également, elles ont une incidence sur l'allocation du contrôle entre le venture capitaliste et l'entreprise. Enfin, vente ou entrée en bourse à une certaine valeur minimale, ça a également une incidence sur la distribution des droits de contrôle. Et finalement, on voit qu'au total, on arrive à beaucoup de choses. C'est-à-dire que si on met toutes ces choses ensemble, eh bien, on voit qu'il y a énormément de facteurs qui agissent sur les droits de contrôle et que les droits de contrôle sont très contingents. Et vous voyez, en fait, en gros, ce que je vous ai raconté là, c'est une théorie du contrôle contingent à la performance financière, à la performance non financière, aux décisions prises. Et on voit qu'il y a vraiment une relation entre un venture capitaliste et c'est quelque chose de très flexible finalement. Au départ, le venture capitaliste a tous les droits, tous les contrôles, mais ensuite, il peut se passer toute une série de choses qui modulent en fait le contrôle, le partage du contrôle entre le venture capitaliste et l'entrepreneur. Voilà. Donc les résultats, c'est que le venture capitaliste partage les droits de contrôle avec l'entrepreneur. L'allocation des droits de contrôle est contingente à la performance. Si la performance est mauvaise, le venture capitaliste acquiert entièrement le contrôle. Si la performance de l'entreprise s'améliore, le venture capitaliste cède des droits de contrôle à l'entrepreneur et il tend à avoir moins de droits de contrôle à mesure que l'entreprise grandit et mûrit. Et c'est exactement ce qu'on observe. Et à un moment donné, eh bien, il y a le fameux offre publique d'achat qui fait que l'entrepreneur s'en va et que l'entreprise est cotée en bourse, en tout cas go public, comme on dit en anglais. Donc voilà, ça vous montre un peu le financement de l'innovation. Et vous voyez, le capital risque, quelque chose de très peu développé chez nous par rapport aux États-Unis. Et c'est une source qui est assez sympa parce que vous savez, quand il y a eu la grande crise, là, la dernière grande crise, c'était une crise due à la dette essentiellement, due au shadow banking. Mais ce n'était pas la faute des venture capitalistes. Le venture capital, c'est quelque chose de très bien. Alors, il y a eu la bulle de l'année 2000, effectivement, l'éclatement de la bulle Internet, mais l'éclatement de cette bulle n'a pas donné lieu à une crise financière. Parce qu'il n'y a pas les phénomènes de contagion que vous avez quand vous avez des crises bancaires. C'est très intéressant. Le financement par action, c'est très bien, c'est bon pour l'innovation et ça ne vous crée pas des crises systémiques. Le financement par dette dans les pays développés, c'est moins bien parce que ça peut vous donner beaucoup plus de contagion et ce n'est pas le financement le mieux adapté à des investissements innovants. Les banques, typiquement, ne veulent pas prendre trop de risques, quoi. Les banques, elles ne prendront pas les risques parce qu'avec des contrats de dette, elles ne veulent pas prendre des risques, tandis que le venture capital peut se permettre d'en prendre parce qu'il sait que même si ça va bien, il aura une part du revenu quand ça va très bien, tandis qu'un contrat de dette, eh bien, quand ça va très bien, le créditeur ne peut avoir que R et rien de plus. Et puis en plus, avec le venture capital, le venture capitaliste intervient, vous aide à gérer l'entreprise, il est avec vous, quoi. Tandis que le contrat de dette, la banque, elle n'intervient pas dans la façon dont vous décidez des choses tant que vous n'allez pas en faillite. Voilà. Donc ça voulait un petit peu parler de ça. Et donc voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie dont je voulais vous parler. Il est quelle heure maintenant? Quelle heure il est? Oh là là, il est déjà... Oh là là, on a dépassé, je suis désolé. Je vous donne 5 minutes, là. C'est bon? Et après, on passe aux 2 papiers suivants. Vous êtes formidables, vous êtes d'une patience d'ange avec moi.